poursuivons la discussion de marché avec Eric Turgeman à mes côtés en plateau, le directeur de la gestion actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour Grégoire. Si on dézoome un petit peu, c'est vrai qu'on parle du risque d'emballement des marchés. Enfin, ça fait 3-4 mois que le marché cumule les bonnes nouvelles entre l'annonce des vaccins, leur efficacité, l'élection américaine avec le succès de Biden, le Brexit qui est pour l'instant passé et derrière nous, les campagnes de vaccination qui commencent, les éléments macroéconomiques qui montrent quand même que la reprise est forte, en tout cas la reprise à venir sera sans doute très forte. Beaucoup de bonnes nouvelles intégrées dans ces marchés aujourd'hui. Est-ce que ça va trop vite, Eric ? Alors en fait, j'entendais ce que disait Laetitia juste avant. Il y a effectivement 3 scénarios. Je pense que tout le monde a à peu près ces scénarios. Donc ça continue lentement mais sûrement, on va dire, avec le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire le beurre, c'est reprise économique, on sort de la pandémie, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. Mais à la limite, les marchés considèrent que c'est derrière nous. Donc les marchés considèrent que les vaccins finiront par l'emporter. Premier scénario, et avec en plus, donc ça c'est le beurre, et l'argent du beurre, c'est que les banques centrales restent toujours très accommodantes. Donc là, vous avez un scénario où vous avez les profits qui remontent, de toute manière, vu la manière dont ils ont baissé en 2020, ils ne peuvent que remonter, et des taux qui restent très bas. C'est le scénario que joue le marché, et c'est pour ça qu'on est au plus haut historique, sur à peu près tous les marchés. Le CAC, c'est un peu moins vrai, mais si vous le prenez en coupon réinvesti, ce matin, il est au plus haut historique. Oui. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est le premier scénario. Après, effectivement, il y a les 2 autres scénarios. Alors, le scénario de risque récessionniste, c'est les vaccins ne marchent pas, où il y a un nouveau variant en dehors de ce qu'on a connu. Et les vaccins seraient efficaces qu'à 20 ou 30%. Donc là, on replonge comme c'est retour à la case départ, quasiment. Oui, c'est ça. On revient avant le 9 novembre. Quoi. Voilà, les taux replongent, le Bund à moins 1%, peut-être pire, et les banques centrales qui alimentent, et les craintes récessionnistes. Et puis, il y a depuis quelques jours, en fait, le scénario un peu pas d'inflation, parce qu'on est loin de l'inflation, mais est-ce que les banques centrales peuvent tenir des taux toujours bas avec quand même une reprise si finalement ça rebondit. Et ça, on voit bien que c'est quelque chose d'assez nouveau. Et ça vient titiller les marchés. Contrairement à l'adage qui veut qu'on ne se met pas en face d'une banque centrale et de la Fed a fortiori, là vous dites qu'il y a quand même des investisseurs dans le marché qui sont prêts à aller tester justement la crédibilité de ces banques centrales, qui essayent de maintenir un peu le meilleur des deux mondes, à la fois en nous disant « Oula, on est très très loin d'avoir complété la reprise, il faut qu'on reste très très accommodant », mais en même temps, on est bien obligé d'acter le fait que oui, la normalisation est déjà en train de se mettre en place, notamment dans une économie comme l'économie américaine. Oui, alors les discours ne sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs. Le discours de la Fed et de la BCE. La BCE est très dovish, en disant de toute manière on continuera quoi qu'il arrive. C'est trop tôt pour nous. C'est trop tôt et ils ont pas tort. Et puis la Fed qui est un peu moins explicite. C'est pour ça d'ailleurs que les taux américains ont monté sans doute un peu plus que les taux européens. Est-ce que les marchés peuvent aller tester la question, c'est que tant qu'on n'a pas réellement d'inflation, tant que c'est que des craintes, on peut admettre effectivement que les banques centrales continuent à être là et maintiennent des taux à zéro. La question, c'est le jour où on aura des indices d'inflation un peu plus élevés, c'est-à-dire si on a de manière durable un peu plus de 2%, entre 2 et 3%, en théorie financière, les taux long terme devraient être égaux à la somme de la croissance et de l'inflation. Si on avait une inflation entre 2 et 3% avec une croissance qui rebondit, en théorie, on devrait avoir des taux à plus de 5%. Mais ça, on sait que ce n'est pas possible parce que ça ruinerait notamment les États qui sont surendettés. Donc, on a les banques centrales qui disent « Vous inquiétez pas, même s'il y a de l'inflation, on continuera à maintenir les taux à zéro. » Mais dans ce cas-là, la question va être sur la monnaie. Parce que si vous aviez de l'inflation, ce qui n'est encore vraiment pas le cas aujourd'hui, donc vous avez normalement une déperdition de la monnaie. Ouais. Et ça, c'est compensé par des taux qui doivent être plus élevés. Si vous avez toujours des taux à zéro, voire négatifs, ça veut dire que dans 10 ans, vous avez perdu, il y a une perte de pouvoir d'achat avec votre monnaie. Et donc, on peut avoir un risque sur la devise. Sur la devise. Ouais. Alors, tant que tout le monde fait la même chose, on peut dire, vous inquiétez pas, parce qu'une monnaie s'évalue l'une par rapport à l'autre. Si tout le monde fait un peu open bar, il n'y aura pas d'évaluation, entre guillemets. Mais ça, c'est pas complètement évident. Et après, cas extrême, si on a vraiment perdu de confiance dans le yen, dans l'euro, le dollar, etc.,
c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment connu depuis des décennies, mais c'est une perte de confiance totale, d'où peut-être les crypto-monnaies quelque part, l'or, l'immobilier et tous les actifs réels, s'il y avait cette perte de la monnaie. Donc on voit bien que c'est un sujet qui commence à venir. Ah oui. Mais c'est ça. Moi, je retiens de votre discours, ça n'est que le début. C'est-à-dire que votre sentiment, c'est aujourd'hui l'inflation, on en parle, mais elle n'est pas encore là. Le vrai test, on va dire, pour les banques centrales et pour les marchés, c'est quand on aura ces fameux indicateurs d'inflation qui seront largement au-delà des 2, voire 3% peut-être pour l'économie américaine. C'est pas encore le cas. On sait que ça va être le cas sur les prochains mois. Là. Si on les a, oui. Pour l'instant, effectivement, c'est pas. On sait aux États-Unis, mais alors la question, c'est est-ce que c'est quelque chose de ponctuel et ça redescend, ou est-ce qu'il faut se réhabituer avec une inflation à plus de 3%? Si on est persuadé qu'il faut se réhabituer à une inflation à plus de 3%, soit les taux remonteront aux États-Unis, et là on peut aller à plus de 4, voilà. Soit la Banque centrale, ne voulant pas faire remonter les taux, appuiera sur le frein, mais derrière on aura des vraies questions sur les monnaies. Ouais. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des craintes inflationnistes, mais il n'y a encore pas vraiment de preuves. Alors aux États-Unis, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a des tensions sur les salaires, sur l'emploi, et on voit qu'il y a des hausses de salaires un peu partout. En Europe, on en est loin. On en est loin. Il y a beaucoup de chômage encore. Il y a toujours les facteurs long terme qui pèsent quand même sur l'inflation, que sont la démographie déclinante un peu partout dans le monde, mais notamment en Europe, et puis la technologie qui quand même permet d'avoir moins besoin des êtres humains avec la robotisation, etc. Donc il y a des pressions déflationnistes un peu long terme, c'est pour ça qu'on croit pas trop, que les marchés ne croient pas trop à l'inflation, et c'est pour ça que les taux français passaient à 0,01% pendant 10 minutes, mais on n'est toujours pas, il y a encore pas de crainte massive, mais enfin il y a des questionnements. Et sur les États-Unis, comment vous comprenez à ce stade la communication de la Réserve fédérale américaine qui nous dit on est loin d'avoir tous les ingrédients suffisants nécessaires pour une inflation durable, pérenne, ce sera transitoire, mais en même temps on est content de voir les taux longs remonter. Est-ce qu'il y a une ambivalence dans la communication qu'il va falloir rectifier? Est-ce qu'il y a peut-être même un peu de naïveté de la part de la Fed qui veut contrôler quand même ces taux, mais qui dit aux investisseurs oui, c'est le bon mouvement? Moi, ce que je pense, c'est que la Fed voit, en prospection, voit sans doute des indices d'inflation à venir sur fin 2021, peut-être 2022, plus élevés qu'en Europe. Et ils se disent sans doute, il ne faudrait pas qu'on nous accuse d'être behind the curve et de devoir massivement remonter les taux si on avait, à un moment donné, de manière durable, des taux d'inflation à 3%. Parce que là, ça ne justifierait pas d'avoir des taux aussi loin. Et là, il y aurait un mouvement un peu brusque. En fait, ce qui gêne les marchés, actions notamment, c'est pas tant le niveau des taux d'intérêt que l'amplitude et la rapidité. Parce que à la limite, si on nous dit les taux américains seront à 2% à la fin de l'année, mais en étant à 1,6 en février, 1,7 en mars, 1,8 en avril, qu'on monte doucement, c'est pas... on peut s'en accommoder. Ce qui serait terrible, c'est si la semaine prochaine, les taux américains passaient de 1,4, le niveau d'aujourd'hui, à 2 d'un coup. Voilà, ça irait trop vite et trop fort. Donc je pense que la Fed essaye de guider... Les taux américains, ils étaient à 2% avant la crise, c'est-à-dire il y a un an. Enfin, il y a 14 mois, ils étaient à 2%. Donc, ce ne serait pas complètement fou de les voir revenir à ce niveau-là. Mais on voit bien que c'est le nouveau débat. Bon, et pour les marchés actions et pour la stratégie d'investissement sur les marchés actions, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui, Eric? Est-ce qu'il faut rester quand même pro-risque? Est-ce que le thème de la réouverture, le thème cyclique, ça reste quand même le driver de vos investissements actions? Est-ce qu'il faut être beaucoup plus mesuré désormais? Alors, le problème, c'est les pourcentages qu'on donne au scénario. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le scénario central était... écrasant. J'entendais ma collègue qui parlait de 60%, il était même encore plus élevé que ça. Il n'y avait pas du tout le scénario inflation, on n'en parlait pas du tout. Il y avait le scénario de risque... de déception. Et là, le problème, c'est que le scénario central a perdu un petit peu en force. Donc, nous, on était repassé à neutre. Voilà, on était positif... il n'y a pas si longtemps, on est repassé à neutre, parce qu'encore, la valorisation des marchés intègre quand même beaucoup de bonnes nouvelles. On est, si je prends le CAC 40, on doit être à... l'Eurostock est à 18 fois les bénéfices, le CAC 40 un peu plus, parce que dans sa composition, il y a des valeurs de luxe assez chères.
Et je regardais avant de venir, il y a la moitié du CAC 40 dont les valeurs sont à plus de 20 fois les bénéfices. Ah oui. Voilà. Pour justifier, alors en termes de PEG, c'est-à-dire c'est plus le PE, c'est sur la croissance, Price Earning Growth. Pour justifier normalement, on a tendance à dire on a un PEG de 2. Pour justifier des PE à 20, il faudrait qu'on ait sur les années à venir des croissances de bénéfices de 10%. Ah ouais. Voilà. Mais pas qu'une année, sur plusieurs années. Ça, il faut les tenir. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Non. Donc, et si on a un scénario de remontée, même progressif, des taux d'intérêt, ça va favoriser les banques. Mais on le voit bien, il y a des banques françaises qui ont fait 100% par rapport au plus bas. Ça peut encore continuer parce que certaines se traitent à 0,3 fois la boucle. Ça va favoriser le pétrole, enfin le Total par exemple, les pétrolières si le pétrole se met à monter. Maintenant, les valeurs à très fort PE, il faudra vraiment qu'il y ait la croissance qui suit. Voilà. C'est le cas des valeurs américaines, d'Amazon, d'Apple, etc. Parce que là, semestre après semestre, on voit bien une hausse des bénéfices. Mais les valeurs qui n'ont pas une très forte croissance auront du mal à garder des PER de 40 ou 50. Hermès se paye 50 fois les bénéfices, ou quelque chose comme ça, Dassault Systèmes. Ça peut être justifié si vous avez une telle croissance que le 50 fois d'aujourd'hui... Donc un niveau d'exigence qui va être très différent en fonction des segments de marché. Il ne va pas falloir décevoir parce que le support des taux n'en sera plus un. Jusqu'à présent, les marchés ont grimpé, non pas par hausse des bénéfices, mais par baisse des taux. Donc c'est les PE qui ont monté. Comme les taux sont plutôt, a priori, amenés à remonter, même peut-être pas exploser, mais à remonter... C'est plus que jamais la performance économique de l'entreprise là qui va être au cœur du sujet. Pour justifier ces PE, il faut maintenant que ce soit la croissance des bénéfices qui prennent le relais des taux. Bon, merci beaucoup Eric. On poursuivra prochainement cette discussion avec vous. Vous vouliez parler de politique en Europe. On n'a pas eu le temps, mais on en redira un mot de Mario Draghi, ce qui peut apporter peut-être comme bénéfice à la politique de l'ensemble de la zone euro. Mario Draghi en Italie aujourd'hui. Eric Turgeman qui est à mes côtés en plateau, le directeur de la gestion actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.